L'État et le secteur privé se concertent pour le suivi des réformes. Hier, le Premier ministre Oumar Tatamli a présidé la 8e session du comité mixte. Parmi les avancées, on peut retenir la création en 3 ans de plus de 14 000 entreprises au Mali. 196 milliards de francs CFA, c'est le montant que va investir la Banque africaine de développement BAD pour la relance de l'action gouvernementale 2013-2018. Les responsables de l'institution financière et les membres du gouvernement étaient à la primature cet après-midi pour discuter des secteurs d'intervention. Les experts de la criminalité transnationale sont à Bamako. Ils participent depuis ce matin à un colloque sous-régional sur le sujet. Il s'agit pour l'Afrique de l'Ouest de trouver la bonne formule pour une coopération judiciaire efficace dans l'espace. Madame, Monsieur, bonsoir. Jeudi 12 décembre, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Le président de la République était depuis hier à Berlin, où il avait été accueilli à son arrivée par la chancelière allemande Angela Merkel. Les deux personnalités ont ensuite eu un entretien de plus d'1 heure. Au centre des échanges, la coopération bilatérale et la situation au Mali. L'Allemagne a déjà débloqué les 100 millions d'euros promis à Bruxelles dans le cadre de la reconstruction du pays. Le récit de nos envoyés spéciaux à Berlin, Ouma Moussa Traoré et Idrissa Traoré. C'est à 12 heures locales que le président de la République fit son entrée ce mercredi à la chancellerie de la République fédérale d'Allemagne. À l'accueil, Dr Angela Merkel, chancelière de la République fédérale. Beaucoup de solennité au cours de cette cérémonie d'accueil. Honneurs militaires et exécution des hymnes nationaux. Les deux personnalités se retirent ensuite pour un entretien de plus d'1 heure. Au centre des échanges, la situation au Mali, la coopération bilatérale ainsi que celle avec l'Union européenne. Une coopération bilatérale assurément au beau fixe. Les 100 millions d'euros promis par l'Allemagne à Bruxelles en mai dernier, lors de la conférence des donataires, sont déjà dans l'escarcelle du Mali. Le processus est porteur d'espoir, mais nous savons en même temps que ce processus n'est pas encore terminé. C'est la raison pour laquelle nous ne devons ménager aucun effort pour que la mission de formation militaire de l'Union européenne au Mali, qui forme les forces armées maliennes, réussisse, le ETM. Nous avons 4 bataillons ont déjà été formés par les UTM. Cependant, il a également été évoqué qu'il y avait un manque de matériel militaire et de machines, car il est évident que les soldats peuvent seulement accomplir leur mission s'ils sont bien équipés. Et c'est aussi la raison pour laquelle le ministre de la Défense a aujourd'hui mené des entretiens à ce sujet au ministère de la Défense. Il s'agit dans un premier temps de l'équipement militaire classique et traditionnel. Donc il ne s'agit pas encore vraiment des armes ou du matériel non létal. Il s'agit plutôt de biens d'équipement tels que les véhicules et les biens de transport. Et le président Ibeka de fixer les règles de l'utilisation de cette manne financière. Dès les premières heures de notre libération, l'Allemagne a puissamment contribué par l'assurance d'une logistique qui était utile et sans laquelle rien n'aurait pu être entrepris. De cela, comme de toute la coopération avec votre pays, nous devions de venir vous dire notre reconnaissance et notre souhait que cela puisse continuer dans un cadre de coopération bilatérale rénové, adapté
avec l'engagement à ce qui nous concerne au Mali, de faire en sorte que vous, nos amis allemands, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus parce que ce qui est arrivé au Mali est dû en large partie à la malgouvernance. Et cette malgouvernance, nous avons, mon équipe et moi-même, décidé d'en faire notre deuil. Nous avons besoin du respect, de la considération, de l'amitié du monde. Nous savons qu'aujourd'hui, en les temps où nous sommes, cette amitié, cette considération, ce respect ne nous seront dus qu'autant que nous soyons à hauteur de mérite. Les deux personnalités se sont ensuite prêtées aux questions des journalistes. Au total, c'est une Allemagne fortement engagée politiquement et financièrement aux côtés du Mali dans cette phase délicate de sa reconstruction. À noter que cette étape d'Allemagne a mis fin au périple européen du président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta a regagné Bamako en début de soirée. Nous reviendrons plus en détail sur cette visite du président de la République avec nos envoyés spéciaux dans nos éditions de demain. Le Premier ministre Oumar Tatamli a présidé hier la 8e session du comité mixte de suivi des réformes État-secteur privé. La session a fait le bilan des actions menées entre 2008 et 2013. Il s'agit notamment de la création de plus de 14 000 entreprises en 3 ans. Bourama Traoré. Sur les 3 dernières années, le nombre d'entreprises créées au Mali dépasse les 14 000. Un chiffre révélé au cours de la 8e session du comité mixte de suivi des réformes État-secteur privé. À celui-ci s'ajoute la réduction du délai d'obtention du permis de construire de 208 jours à 165 jours et le taux d'imposition fiscale de 51,4% à 49,5%. Ce tableau est loin d'occulter les défis à relever. Nous avons parlé des problèmes de financement, nous avons parlé des problèmes du foncier, nous avons parlé aussi des problèmes de l'habitat, nous avons parlé des problèmes du commerce transfrontalier. Donc il y a beaucoup de problèmes. Il y aura une autre réunion dans 3 mois. Nous allons parler de tous ces problèmes-là et de trouver une solution à tous ces problèmes. La 8e session du comité mixte État-secteur privé doit valider les plans d'action des réformes programmées de 2013 à 2014. Ce plan met l'accent sur la consolidation des acquis. De façon précise, la poursuite de l'informatisation du registre du commerce et du crédit immobilier, l'opérationnalisation du guichet unique électronique du commerce extérieur et la réduction du coût des facteurs des unités de production. Par le passé, le Mali avait réalisé beaucoup de réformes. Cependant, aujourd'hui, on s'est rendu compte que malgré ces réformes, quand elles sont faites au début, la matérialisation effective de ces réformes-là n'est pas vécue par le secteur privé qui est là, qui aujourd'hui, qui est notre, je dirais, notre baromètre pour nous dire vraiment si ces réformes sont effectives et si elles sont performantes. Nous voulons plutôt aller dans l'amélioration de la mise en application de ces réformes-là. Là, aujourd'hui, le grand défi que nous avons aujourd'hui, et c'est ce que nous travaillons de concert avec le secteur privé. Les réformes initiées par le gouvernement visent à améliorer le climat des affaires au Mali. Il s'agit également de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle du moteur de la croissance économique. Certains projets inscrits dans le programme d'action gouvernementale 2013-2018 seront soutenus financièrement par la Banque africaine de développement BAD. La BAD va donc investir dans les prochains jours 196 milliards de francs CFA, un portefeuille conséquent dans la relance de l'action gouvernementale. Responsables de la banque et gouvernement étaient en conclave cet après-midi à la primature pour discuter des secteurs d'intervention de la BAD dans notre pays. Fatoumata Kone. 300 millions d'euros, soit près de 196 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Banque africaine de développement BAD entend investir dans notre pays. L'annonce a été faite au cours d'une réunion entre partenaires et gouvernants. Pour ce faire, certains domaines sont ciblés. La banque est connue pour travailler beaucoup sur le secteur des infrastructures. Nous allons continuer à travailler au désenclavement du Mali. En matière de transport routier, bien entendu, on va aussi continuer à travailler dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'amélioration de la gouvernance, et nous allons continuer à renforcer ces actions dans le futur. Et
Enfin, je crois que nous allons attacher une importance particulière au développement du secteur privé. Les ressources dont on pourra disposer sont en ordre de grandeur. Ça correspond à quelque chose comme 300 millions d'euros sur les 3 prochaines années. L'État malien fonde beaucoup d'espoir sur cet accompagnement pour la mise en œuvre effective du programme d'action gouvernementale 2013-2018. La coopération entre la BAD et le Mali se porte très très bien. On vient de faire la revue du portefeuille des projets et programmes financés par la BAD au Mali. Et globalement, la situation est au-dessus de la moyenne, même s'il y a quelques projets qui ont des difficultés. Alors nous avons dressé la typologie des problèmes auxquels ces projets sont confrontés et arrêté des solutions. Et comme vous savez, le Premier ministre a sous son autorité un comité interministériel qui connaît les problèmes et difficultés que les grands projets et programmes de développement financés par nos partenaires sont confrontés. Et dans ce cadre-là, il y a un des projets notamment qui a déjà été examiné et des orientations ont été données pour pouvoir améliorer leur gouvernance. Ce financement prend en compte également les projets existants non encore exécutés. Ce communiqué de la Somagep SA, en raison des travaux programmés à la station d'eau de Dikoroni-Para, la Somagep SA informe ses abonnés de Dikoroni, Lafiabougou, Amdalaï, Sébenikoro, quartier du fleuve, Badiala 1, 2 et 3, Samé, Tomikoro-Bougou, Nyarila et Nyarila complémentaires, Cité du Niger, Badala Est et Ouest, Daoudabougou, Kalabankoura Sud, que des perturbations se feront sentir dans la distribution de l'eau potable dans la nuit du samedi 14 décembre de 22h30 à 3h du matin. La reprise du service normal pourrait intervenir éventuellement plus tôt que prévu. La Somagep SA compte une fois de plus sur la bonne compréhension et présente d'avance ses sincères excuses à son aimable clientèle. Ouverture ce matin à Bamako d'un colloque sous-régional sur la criminalité transnationale. Il s'agit pour les pays d'Afrique de l'Ouest de mutualiser leurs ressources dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, donc aller vers une coopération judiciaire internationale. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Justice, représentant le Premier ministre. Reportage de Mohamed Diarra. Les experts de la justice de l'Afrique de l'Ouest sont réunis à Bamako pour 72 heures. Ils discutent de la criminalité transnationale, un phénomène qui constitue aujourd'hui une menace pour les pays de la bande sahélo-sahélienne et même au-delà. Le but est de mutualiser les efforts afin de mener une lutte implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les États doivent tout d'abord exprimer et partager leurs préoccupations sur la priorité qu'ils entendent accorder à la lutte contre l'impunité. Celle-ci est au cœur de notre action pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Les panélistes et hautes sommités de la justice africaine et francophone travaillent à approfondir leurs connaissances par rapport aux différents instruments internationaux adoptés et ratifiés par les pays africains. Les attentes principales du séminaire est de mettre sur la table les meilleures pratiques en matière de coopération internationale, de dégager les instruments internationaux formels et informels, afin de s'assurer qu'entre nous, chacun des services de poursuite et les États, nous pourrons lutter efficacement contre la criminalité organisée transnationale. Le choix du Mali pour l'organisation de ce colloque a tout son sens. Et ce n'est pas pour rien que le ministre de la Justice a rappelé les tristes événements survenus dans le septentrion malien du fait des narcotrafiquants. Trafic de drogue, crime organisé, violation des droits de l'homme, trafic illicite d'armes, amputation, flagellation, portant ainsi atteinte à l'intégrité physique des personnes. Pour que de tels actes ne se répètent plus, la coopération judiciaire internationale est plus que nécessaire. La coopération judiciaire pénale est une coopération très importante. Il faut donc retirer aux terroristes, aux délinquants, ce genre de facilitation qu'on retrouve dans les procédures nationales. La lutte contre l'impunité, c'est l'installation de l'état de droit. Lorsqu'on s'installe dans un état de droit et que les institutions sont solides et bien appuyées, c'est dans ces conditions que l'on peut lutter contre l'impunité. Pour donc avoir une vision large de la notion d'impunité, une bonne dizaine de thèmes seront développés par les spécialistes, parmi lesquels le crime organisé, la délinquance économique et financière et la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. De ce colloque devront sortir des recommandations et conclusions pertinentes dont l'application devrait être censée asseoir une paix durable en Afrique.
Le rôle du protocole facultatif à la Convention contre la torture ou autre peine, ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, le sujet est au centre d'une rencontre internationale ouverte ce matin à Bamako. Les experts devront faire des propositions pour, entre autres, éviter le surpeuplement dans les prisons. Compte rendu de Abdul Karim Kaba. L'aide n'est pas à la parole, mais à l'acte. C'est en ces termes que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a procédé à l'ouverture des travaux du séminaire sur le rôle du protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les prisonniers sont privés de leur liberté, mais ils ne doivent pas être privés de leurs droits. Les prisons dans nos pays, on voit combien la tâche est immense de ramener les conditions de détention à un niveau minimum des standards internationaux, tant les conditions de vie sont infrahumaines, tout simplement. Je crois qu'il est même difficile de les décrire, parce que précisément, il est difficile de les imaginer. Le protocole facultatif à la Convention contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, OPCAT, est précisément l'un des rares instruments internationaux dotés d'un mécanisme de contrôle dans l'État partie. L'atelier de concertation a pour but de sensibiliser et prévenir les cas de torture au Mali. Il s'agit pour nous de voir la mise en œuvre de l'OPCAT. L'OPCAT, c'est ce texte international que le Mali a ratifié depuis 2005. Il s'agit de voir, est-ce que le Mali a mis en œuvre ce texte-là qu'il a ratifié? Ce texte dit quoi? Ce texte dit les pays qui ratifient ce document doivent mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture. Le surnombre dans les lieux de détention, les conditions de l'administration pénitentiaire, bref, tous les points relatifs aux insuffisances constatées dans les lieux de détention ont été évoqués. Séminaire africain du groupe Orange consacré au service de mobile agriculture. Il s'agit de rendre disponibles les informations sur les marchés de denrées et du bétail pour améliorer la productivité et accroître les revenus des paysans. À Bamako, les délégués du groupe du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Mali évaluent l'expérience qui remonte à 2011. Les travaux ont été ouverts par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Moïse Traoré. Le séminaire M-Agri, comme mobile agriculture, regroupe des délégués du groupe Orange de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Mali. Il s'agit d'évaluer l'offre des services mobiles pour le monde rural dans ces pays, au Ghana et à Madagascar. L'impact positif des nouvelles technologies et du mobile dans la productivité du secteur agricole n'est plus approuvé. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Orange Mali continue à développer son réseau partout en zone rurale et déjà actuellement, c'est 85% de la population et des villages qui sont couverts. Les services M-Agri fournissent vocalement ou par SMS des informations relatives, par exemple, à la disponibilité de denrées ou au prix du bétail. Une offre tout à fait pertinente devant des défis tels la faiblesse de la productivité et le manque de financement. Ce séminaire dédié aux services de mobile agriculture permettra de poser les jalons de ce que les technologies de l'information et de la communication peuvent apporter au secteur de l'agriculture en contribuant à améliorer les revenus des agriculteurs, à accroître leur productivité et renforcer de manière globale la chaîne de valeur agricole. Au Niger, le service est même disponible en langue nationale. Aujourd'hui, on a environ 33 000 appels en 7 mois, ce qui est énorme. Labaroun Kassoua a débuté en 2011 avec le SMS. On a à peu près plus de 50 000 producteurs et éleveurs qui utilisent le service au quotidien. Les agriculteurs peuvent consulter en temps réel au moment où ils décident les prix de 82 marchés. Au Mali, depuis juillet 2013, ce n'est que là, une expérience pilote est en cours dans le Kénédougou. Le président du Conseil économique, social et culturel a reçu en audience l'ambassadeur de la Fédération de Russie dans notre pays. Alexis Doulian est venu discuter avec Jamil Bitar d'un projet de voyage d'affaires entre les opérateurs économiques maliens et russes. Mohamed Touré. On a évoqué l'idée que sur laquelle nous travaillons ensemble avec
le président Bitar l'idée du voyage d'affaires qu'une délégation du Conseil économique, social et culturel du Mali pourrait faire en Russie pour établir les contacts et la coopération avec un organisme à peu près correspondant à son rôle en Russie, qui est la Chambre sociale, Общественная палата, donc en Russie, et qui a manifesté son intérêt et sa disponibilité à accueillir la délégation malienne, justement pour établir ces liens de coopération. À mon avis, et à l'avis du président, on a été tout à fait d'accord pour constater qu'il s'agit vraiment d'une visite très importante qui pourrait servir à relancer notre coopération, nos liens traditionnels dans différents domaines, surtout dans le domaine économique, culturel, celui de l'enseignement, pourquoi pas peut-être celui de la sécurité et beaucoup d'autres. Mais c'est les contacts à haut niveau qui quand même servent à dynamiser les relations. Donc je me félicite de l'intention qui est toujours maintenue par le président et son entourage de préparer cette visite. Pour des raisons budgétaires, on la remet au début de l'année prochaine, mais je suis confiant que ce grand projet, qui a beaucoup d'importance à nos yeux, à tous les deux, va se réaliser. Le maintien de la stabilité macroéconomique au Mali sur 3 ans et le nouveau programme économique convenu entre le gouvernement du Mali et le FMI, voilà entre autres sujets traités lors de la journée d'information du FMI à l'intention des membres du Conseil économique, social et culturel. Retrouvons Mohamed Touré. Informer et discuter du nouveau programme de financement du Fonds monétaire international au bénéfice du Mali, c'est l'objet de cette journée d'information animée par le représentant résident du FMI au Mali. Il s'agit d'éclairer les membres de la Commission économique et financière du Conseil économique, social et culturel sur les différents programmes et projets en cours d'exécution et ceux en perspective. Nous serons en position d'accompagner le gouvernement du Mali pour les 3 ans qui viennent, dont le maintien de la stabilité macroéconomique et sa programme de réforme de gestion finances publiques. Ça, c'est un rôle que la FMI aime jouer, c'est de donner aux autorités un cadre pour le maintien de la stabilité macroéconomique et avancer sur leur programme de réforme. Le Conseil économique, social et culturel est conformément à la Constitution un organe de consultation sur tous les projets de loi intéressant la vie de la nation, d'où l'intérêt pour le FMI de procéder à cette journée d'échange et d'information. Il s'agit à travers cette journée d'édifier les participants en premier lieu sur le nouveau programme économique convenu entre le gouvernement malien et le FMI et en second lieu sur les perspectives économiques régionales du Fonds monétaire international. Le représentant résident du Fonds monétaire international a dans un exposé d'1 heure fait le point des projets et programmes de son institution au Mali. Les avantages, les acquis et les perspectives ont fait l'objet de discussions de plus de 2 heures d'horloge, ce qui dénote de l'intérêt du Fonds pour le Conseil et celui des membres du Conseil pour l'avenir de notre pays. Page élections. Dans le cadre des élections législatives, le gouverneur du district de Bamako invite les coordinateurs des centres de vote du district absents à la formation de ce jeudi de bien vouloir prendre part à la session spéciale organisée à leur intention demain, vendredi 13 décembre à partir de 9h dans la salle de conférence du gouvernorat assise à l'ACI 2000. Le gouverneur du district de Bamako sait pouvoir compter sur la présence de tous les coordinateurs. Les candidats du SNID face au Yiriwaton au 2e tour des législatives à Kolokani ont tenu ce mercredi à la Maison des Jeunes de la ville un meeting de campagne. Une occasion pour les 3 candidats en lice dans le Bélédougou de revenir sur leurs ambitions. Isaac Tinou. Les candidats de SNID face au Yiriwaton se sont donné rendez-vous à Kolokani pour mobiliser davantage les citoyens du Bélédougou à sortir massivement pour soutenir Soungalo Diarra, Dauphin Koulibaly et Ismaël Ba pour ce 2e tour. La Maison des Jeunes de Kolokani a été choisie à cet effet. C'est dans une ambiance de fête soutenue par des applaudissements que les candidats ont fait leur entrée.
Plusieurs intervenants se sont succédés sur le podium pour convaincre ceux qui n'ont pas voté ou ceux qui ont opté pour d'autres listes au premier tour. Place ensuite faite au candidat avec comme porte-parole Soungalo Diarra. Ce dernier a expliqué la vision du groupe pour un meilleur devenir du pays en général et de Kolokani en particulier. Je demande à toute la population de Kolokani, des 10 communes de Kolokani, de sortir massivement, voter pour la liste Sénit à Kolokani ici. Mais aussi, je pense à mes collègues ici et d'autres localités qui sont dans cette position, telles que Ségou, Banamba, la commune 5, la commune 1, aussi bien que Djima. Moi, je souhaiterais vraiment que les listes Sénit qui sont aujourd'hui au second tour passent pour cette législature. Nous allons toucher à tous les secteurs du développement et on va initier des projets porteurs vraiment pour faire changer les choses. Tout au long de ce meeting, les trios en ballotage à Kolokani a prôné le changement et la paix. Soungalo Diarra précise que ces 2 points sont indispensables pour le développement du pays. Si Dieu nous donne la chance d'être aux affaires, nous allons travailler en synergie avec toutes les bonnes volontés pour essayer de faire avancer les choses au niveau du Kolokani. Le chantier est Maous. Nous en avons conscience. Ils ont assuré qu'une fois élus, ils n'iront pas dans l'opposition et apporteront leur soutien au président de la République. À Kolokani, la liste Sénit Faso Yiriwaton bénéficiera du soutien de plusieurs autres partis tels que l'URD, l'ADP Maliba, UMAMA et CODEM. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 15 décembre, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain, vendredi 13 décembre, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h Asma CFP, 9h30 Yelema, 10h RPC, 10h30 CODEM, 11h ADEMA PSG. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats RDPM, Far Ankawili, PRVM Fasoko et RPM. Ces messages seront suivis de la rediffusion des messages de campagne du 10 décembre pour raison de diffusion tardive due à la retransmission des travaux de l'espace d'interpellation démocratique EID. Les Maliens sont donc appelés le dimanche prochain aux urnes pour le second tour des élections législatives. En prélude à ce scrutin, le président de la CENI a rencontré ce matin une délégation du Comité international de la francophonie. Le patron de la CENI et ses hôtes ont échangé sur la nécessité de réussir ce rendez-vous électoral qui doit parachever le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Sorona Kamisoko. Cette rencontre avec le président de la CENI et une délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA vise à échanger sur l'organisation du second tour des élections législatives du 15 décembre prochain. Pour ce scrutin, le comité interparlementaire de l'UEMOA va déployer une dizaine d'observateurs sur le terrain. Avec une mission claire, superviser la régularité des opérations électorales. Chaque fois qu'on arrive dans un pays, parmi nos interlocuteurs privilégiés, il y a la Commission électorale nationale indépendante. C'est là qu'il faut recueillir un maximum d'informations sur le processus électoral. C'est là qu'il faut chercher des conseils. C'est là qu'il faut vérifier certaines informations de terrain que nous avons. Donc, c'est logique pour nous que nous rencontrions la Commission électorale nationale indépendante pour être édifiée. Même sujet au centre d'une rencontre entre le président de la CENI et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Tout comme l'UEMOA, l'OIF va également déployer une dizaine d'observateurs sur le terrain pour la supervision des opérations. Il était question tout d'abord de réaffirmer notre engagement d'accompagner la CENI dans ce long processus de restauration de la démocratie, de faire le bilan des étapes précédentes de ce processus, notamment le premier tour des législatives, et de tirer les conclusions et quelques recommandations qui pourraient améliorer le comportement électoral. Le second tour des élections législatives doit parachever le processus du retour à la vie constitutionnelle normale.
Élections législatives 2013, quelle solution pour une participation citoyenne au second tour du scrutin? C'est la question à laquelle doit répondre la conférence débat initiée par Caritas Mali. La structure souhaite ainsi contribuer à la réussite des élections, suivant le compte-rendu de notre reporter Mamouro Sidibé qui a suivi les débats. À travers cette conférence débat qui a pour thème élections législatives de 2013, quelle solution pour une participation citoyenne au deuxième tour du scrutin? Caritas Mali a voulu marquer son engagement pour une mobilisation effective des citoyens. Chaque année, il y a ce qu'on appelle le budget d'État, c'est-à-dire la loi des finances qui est approuvée par l'Assemblée. À l'Assemblée, il y a aussi des commissions, telles qu'au gouvernement, il y a plusieurs départements ministériels, il y a un ministère des Finances, il y a une commission des finances. Le taux de participation législative est très faible, a fait remarquer le conférencier. Le taux de participation est lié à beaucoup d'autres facteurs, nécessairement, évidemment. Donc il ne faut pas les isoler si on ne comprend rien. Il faut le mettre dans son contexte sociétal, historique, sociologique, culturel, etc. Pour pouvoir mieux apprendre pourquoi on participe ou pourquoi on ne participe pas. Dans certains pays, pratiquement dans tous les villages, vous avez un bureau de vote. Dans tous les quartiers, vous avez des bureaux de vote. Chez nous, ce n'est pas évident. Et l'éloignement peut faire en sorte que les gens ne partent pas. Ensuite, concernant toujours cette carte électorale, des fois, les gens ne savent même pas où ils doivent aller voter. Quant aux intervenants, ils ont fait plus de suggestions que de questions, parmi lesquelles le manque de conviction des politiciens, les alliances contre nature et ceux qui portent des casquettes, celles des politiciens et des leaders de la société civile. Législative toujours, le département en charge de la promotion de la femme et ses partenaires ont rencontré les femmes de sang. C'était pour les informer de l'importance de leur vote dimanche prochain. Candécila. Femmes, le vote est ton premier droit. C'est sous ce slogan mobilisateur que la rencontre de sang s'est tenue. Cette rencontre initiée par le département de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant et ses partenaires vise à accroître le taux de participation au second tour des élections législatives et singulièrement la participation de la couche féminine. Nous avons un programme qu'on essaie de mettre en place depuis l'élection présidentielle et qui va se poursuivre jusqu'aux élections communales, avec le soutien de certains de nos partenaires, ONU Femmes et l'Union européenne, vraiment pour sensibiliser toujours les femmes, leur faire comprendre les enjeux qui sont liés à l'élection des femmes. Ça, avec un taux de 44,66% enregistré au premier tour, ce taux a connu des disparités énormes suivant les communes, oscillant entre 60 et 20%. C'est pourquoi les autorités de sang ne peuvent que se réjouir de cette initiative heureuse. Nous avons compris que les différentes campagnes de sensibilisation qui ont été menées ont certainement porté leurs fruits. Nous avons toujours besoin que ce taux-là soit de plus en plus élevé et qu'il soit le plus élevé possible. Débat, questions-réponses, échanges sur un vote utile qui ont été les temps forts de la journée seront certainement de nature à corriger les chiffres de 3282 bulletins nuls enregistrés lors du premier tour et d'améliorer une participation encore plus accrue. 163 Maliens sur les 204 refoulés de la Libye sont arrivés hier à l'aéroport international Bamako-Sénou à bord d'un vol spécial. À l'accueil, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a rappelé à ses compatriotes, dans un langage franc, les conséquences de l'immigration. Message qui semble avoir été bien compris par les candidats malheureux à l'immigration. Garibou Pérou était à l'accueil, son reportage. Ils sont tous migrants maliens, les plus âgés à 50 ans et les plus jeunes à 15 ans. Ils vivent depuis des années sans papier en Libye. L'exemple de Karim Dambélé est bouleversant. Âgé d'une quarantaine d'années, l'originaire de Dioïla a été refoulé bien qu'accidenté de travail depuis le 15 octobre dernier. Notre compatriote est contraint à se déplacer dans un fauteuil roulant. Est-il possible dans un cas pareil de saisir un tribunal? De quelle protection juridique Karim va-t-il bénéficier? Quand la migration est faite de façon régulière, les migrants voyagent dans la dignité et il y a beaucoup d'avantages pour le pays d'origine, le pays d'accueil aussi. Donc nous encourageons tout le monde, s'ils veulent migrer, de migrer de façon régulière pour éviter tout problème qui pourrait être nuisible à leur vie.
Notre souhait n'est pas d'accueillir des Maliens dans des conditions comme ça. Nous encourageons la migration, en tout cas qui est une migration responsable, normale, qui respecte la dignité de la personne, sa famille et surtout l'image de notre pays. Le Mali a changé. Et vous savez que nous sommes en train de redémarrer avec de nouvelles autorités, avec un nouveau programme. Et je suis certain que le programme que nous avons nous permettra en tout cas d'insérer ces Maliens. Nous avons besoin de ces bras valides. Et ce qui est certain, je crois qu'ils ne vont pas regretter leur retour au Mali. La protection civile veille sur les 163 refoulés. Ils seront hébergés pendant 72 heures au centre de transit de Sogoniko en commune 6 du district de Bamako. Les médecins de l'Organisation internationale pour les migrations et leurs collègues nationaux effectueront sur chacun des refoulés des analyses médicales nécessaires à l'hôpital du Point G. D'autres Maliens qui se trouvent dans les mêmes conditions que ceux-ci en Libye sont attendus au Mali dans les jours qui viennent. Une source du département des Maliens de l'extérieur révèle que 150 vols de ce genre ont été programmés en direction du Mali depuis le début de la crise libyenne à aujourd'hui. Le gouverneur du district 83A1 du Lions Club International en séjour au Mali a rencontré les membres de son association. Au centre des échanges, l'état des Lions Club dans notre pays et les stratégies pour la reconstruction des clubs. Le gouverneur en a profité pour remettre au nom de son organisation des dons estimés à 12 millions de francs CFA au ministre chargé des Affaires humanitaires, Agali Ag Agissa. Intronisé pour la période 2013-2014, le gouverneur du district 403A1 du Lions Club International entend reconstruire son organisation. C'est dans ce cadre qu'il est au Mali pour constater et visiter l'état de fonctionnement des clubs affiliés. J'ai visité les clubs du Mali et j'ai trouvé des lions engagés. Mais à côté de cela, j'ai trouvé aussi des clubs qui sont un peu, j'allais dire, à la traîne. Pour la reconstruction du Lions Club de Bamako, le gouverneur propose entre autres la tenue des états généraux du club, la formation des membres. Auparavant, le gouverneur avait remis au nom de son organisation des kits scolaires au gouvernement pour voler au secours des victimes des inondations survenues dans les communes 1 et 4 du district de Bamako. Les dons est composé de cartons de craie, des sacs d'écoliers, des cahiers et autres. La requête que nous avons formulée auprès de la fondation du Lions Club International a reçu une réponse favorable et nous permet aujourd'hui, en plus de ce que nous-mêmes avons pu mobiliser au Mali, de mettre à votre disposition des kits scolaires pour une valeur de 12 millions en faveur des populations les plus nécessiteuses. Nous aider dans le premier trimestre de l'année scolaire avec des kits est de ce point de vue-là fort important, fort judicieux. Soyez-en remerciés. Le Lions Club International est une organisation à but humanitaire. Il est implanté dans plusieurs pays du monde. Les responsables du Bureau de coordination des affaires humanitaires de la MINUSMA étaient ce matin face à la presse. Il s'agissait de partager avec les journalistes leurs préoccupations sur la situation humanitaire au Mali. Reportage de Nando Dambélé. La situation humanitaire au Mali consécutive aux événements de 2012 préoccupe plus d'un. Elle se traduit par une crise humanitaire et nutritionnelle, le déplacement de plusieurs personnes, l'accès limité aux services sociaux de base et des contraintes opérationnelles de tout genre. Les Nations Unies, tout comme les autres partenaires du Mali, interviennent à plusieurs niveaux selon des stratégies spécifiques. Objet de la présente conférence. C'était une opportunité de partager avec les journalistes ici à Bamako la situation humanitaire pour échanger sur les préoccupations que nous avons et aussi les préoccupations des Maliens. Donc pour nous, c'était une opportunité, comme j'ai dit, pour échanger cette information. Dans sa vision, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de la MINUSMA entend appuyer le ministère du Travail et de l'Action humanitaire dans ses efforts pour le retour des déplacés. D'abord, on veut travailler étroitement avec eux pour élaborer cette stratégie et on va ensemble cibler ce que j'ai dit, le retour de réfugiés, le retour de déplacés,
l'appui pour la population qui est restée. On est préoccupé par la situation de la production agricole qui était en baisse cette année. Selon le conférencier, le plan de réponse élaboré par les acteurs humanitaires devrait être lancé au début de février 2014. Il s'étendra sur 3 ans et coûtera près de 477 millions de dollars américains. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était en visite hier mercredi en 2e région. Sangaré Oumouba a échangé avec les populations de la commune rurale de Sirakorola, surtout avec les femmes, pour recueillir leurs préoccupations. Le reportage de Brahima Kone. La politique des plus hautes autorités du Mali de promouvoir l'équité entre hommes et femmes en droits et devoirs guide les pas du ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans la commune rurale de Sirakorola. Ici, Madame Sangaré Oumouba a effectué une communication sur le thème genre et élection. L'objectif ultime de ces échanges avec les populations est de contribuer à améliorer le taux de représentativité des femmes qui est seulement à 17,39% dans la commune rurale de Sirakorola. La commune ambitionne d'inverser cette tendance d'atteindre 30% de femmes élues aux élections aux futures échéances électorales. Je prends l'engagement solennel que la commune de Sirakorola s'impliquera en termes de sensibilisation de tous les acteurs pour la participation accrue des femmes aux élections générales. La participation accrue des femmes aux élections générales ne saurait se faire sans une véritable campagne d'éducation civique de nos populations. C'est cet esprit qui a permis d'orienter les débats sur la lutte contre la fraude électorale, l'achat de conscience et les inégalités en matière électorale. Mon département, avec l'appui conseil de ONU Femmes, met à profit ces élections générales pour consolider les acquis des actions antérieures, notamment la grande mobilisation des femmes et leur participation pour les élections. C'est dans cette optique que le ministère, avec ses partenaires, a élaboré un document de stratégie nationale pour une participation massive des femmes et une représentation accrue au niveau des différentes instances de décision. La commune de Sirakorola a une population de 36 107 habitants, dont 17 895 femmes appelées à contribuer à bien établir l'équité du genre. À Koulikoro, le ministre Sangaré Oumouba a visité la maison de la femme, puis a tenu une rencontre avec le personnel de la direction régionale de la femme, de l'enfant et de la famille. Les responsables de l'Office du Niger ont visité ce matin la ferme piscicole Boubacar Diallo. C'était pour s'imprégner de l'expérience de ce dernier afin d'en suivre l'exemple. Youssouf Diakité. Le gouvernement à l'école du secteur privé, c'est tout le sens de cette visite des responsables de l'Office du Niger dans la ferme piscicole Boubacar Diallo. Ce qui est là a attiré l'attention de tous en termes d'installation technique et de production. Notre capacité de production mensuelle, c'est à peu près 3 millions dans les vins par mois. Donc, vous voyez, ce qui fait par an, on atteint les 30 millions. Ça devient une réalité aujourd'hui parce que tous les directeurs techniques de l'office sont là pour voir notre expérience et qu'on puisse le transporter chez eux. Pour l'instant, des projections sont faites pour la commercialisation de la production. Nous projetons de faire des points de vente un peu partout, à Bamako, dans toutes les régions, et puis essayer de vendre le poisson vivant. Parce qu'aujourd'hui, malgré le peu de poissons qu'on trouve sur le marché, ils ne sont pas souvent frais. Et nous, c'est la politique qu'on a vraiment envie de lancer, vendre le poisson vivant. Le clarias et le tilapia. Tous sont unanimes, responsables administratifs et techniques de l'Office du Niger, que la pisciculture est aujourd'hui une matière à valoriser. Les différents cadres de l'Office du Niger et la Direction nationale de la pêche. Et nous sommes là pour un objectif global, c'est traduire la vision du département en fonction vraiment des bassins agroécologiques pour un développement intégré à partir des acropoles. La production des alevins, la production du poisson, la pisciculture, c'est vraiment un créneau sur lequel nous voulons nous lancer sur nos canaux principaux et sur l'ensemble des canaux de l'Office du Niger.
Faut-il le rappeler, la ferme piscicole Boubacar Diallo constitue de nos jours un véritable pool d'emploi et de formation pour les jeunes. Il ne reste que l'initiative soit appuyée par le gouvernement et les partenaires au développement. La ferme est située à Baguineda, à une centaine de kilomètres de Bamako. Le comité d'orientation et de pilotage du projet d'accroissement et de productivité agricole au Mali a tenu ce matin sa 4e session. Il s'agissait de discuter sur les stratégies à mettre en place pour accroître la productivité agricole dans notre pays. Reportage de Kadidiatou Kone. Accroître la productivité agricole au Mali est l'une des priorités majeures de nos autorités. Ce secteur, qui a longtemps eu des difficultés, commence à connaître des améliorations grâce au projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali, PAPAM. Il vient de tenir sa 4e session du comité d'orientation et de pilotage. Il s'agira pour les participants d'analyser en profondeur toutes les difficultés qui entravent à la mise en œuvre du projet et de trouver des solutions idoines en vue d'améliorer ses performances. Ce projet est à 3 ans d'exécution. Donc son objectif, c'est toujours d'augmenter la productivité agricole au Mali. Et pour ce faire, on met l'accent sur, en tout cas, le transfert de technologies, et donc l'amélioration de la productivité à travers donc une meilleure maîtrise par les producteurs des systèmes de production, donc de l'utilisation des intrants. Et nous nous basons surtout sur les zones à haute potentialité, en mettant l'accent sur l'irrigation. Des progrès ont été accomplis par le projet. En effet, d'un décaissement d'environ 22% sur le financement IDA en décembre 2012, nous sommes aujourd'hui à 37%. Au cours de cette session, nous aurons à examiner 4 documents. Le compte rendu de la 3e session du comité de pilotage, l'état de la mise en œuvre des recommandations de la session de 2012, le rapport annuel 2012 et le programme d'exécution technique financière 2014. La durée du projet est de 6 ans et est à sa 3e année d'exécution, d'où l'importance des délibérations de la présente session. Je vous le disais en début de journal, le président de la République a regagné Bamako en début de soirée en provenance de Berlin en Allemagne. Nous vous proposons donc les images de l'arrivée. Ibrahim Boubacar Keïta rentre d'un périple qui l'a conduit à Paris, où il avait pris part au sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Ensuite, à Bruxelles et à Berlin, où il a effectué une visite officielle. Le chef de l'État a été salué à son arrivée à Bamako, Sénou, par le Premier ministre et les membres du gouvernement. C'était donc tout à l'heure, en début de soirée, à l'arrivée du président de la République en provenance de Berlin en Allemagne. Il a donc été accueilli par le Premier ministre et les membres du gouvernement, entre autres personnalités. Et à suivre après ce journal, la conférence de presse du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, au Parlement européen, conférence tenue mardi dernier à Strasbourg. 2 ONG évoluant dans le monde rural ont élaboré un nouveau projet. Il s'agit d'un projet de 18 mois qui va appuyer les femmes de 5 communes rurales du cercle de Kati. Le lancement du dit projet a eu lieu lundi dernier dans les communes de Niagadina et Kourouba. Reportage de Cheikh Omar Sangari. Renforcement des capacités de participation des femmes à la gouvernance locale dans les cercles de Kati, tel est l'intitulé de ce projet. Le but est d'améliorer les conditions de vie des femmes dans 5 communes rurales du cercle de Kati à travers la promotion de leurs droits. Les bénéficiaires sont les femmes et les hommes à la fois, mais principalement les femmes. Nous portons un accent particulier aux femmes pour qu'elles puissent participer pleinement aux activités des communes à travers les formations, les informations, les activités d'information, de sensibilisation et de plaidoyer dans la commune. Le coût du projet s'élève à près de 121 millions de nos francs, donc 115 millions par le fonds NEPAD Espagne et 6 millions par le consortium 6S GRAP. Les communes couvertes sont Baguineda, Dialakoroba, Muntugula, Niagadina et Kourouba. Je crois que ça sera une bonne idée dans la commune. Les femmes de ma commune sauront maintenant ce qu'est le droit des femmes. Et la décentralisation et l'implication des femmes dans les élections à proximité
Je pense que ce serait une très grande chose pour le développement de la commune rurale de Kourouba. Le projet ainsi lancé pour une durée de 18 mois est une contribution à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement qui prend en compte la promotion des droits des femmes. Le capitaine Fatouma Konaté n'est plus. L'officier commandeur de l'Ordre national du Mali s'est éteint mardi dernier à l'hôpital de Kati. Les obsèques de l'ancien maire de la commune rurale de Kolokaba ont eu lieu hier mercredi à son domicile dans le quartier de Bougoula-Ville. Il repose désormais au cimetière de Wayarma. De Sikasso, la correspondance de Seko Konaté. Né le 25 mars 1938 à Kolokoba, dans le ciel de Sikasso, Fatouma Konaté a embrassé très tôt le métier des armes. Incorporé dans l'armée française en 1957, il retrouvera l'armée malienne en 1961. De cette date, en 1992, année où il fera valoir ses droits à la retraite, l'homme avait gravé les échelons militaires. Il servira successivement à l'état-major, au bureau des effectifs, avant d'être chef de poste de Andirabokan, officier de garnison à Seware, commandant de compagnie à Kaï et à Sikasso jusqu'en 1992. Il quitte la vie militaire pour retrouver la vie politique. Il assurera 2 mandats à la tête de la commune rurale de Kolokoba. Chevalier de l'Ordre national du Mali en 1972, commandeur en 2003. Ses compagnons d'armes et civils retiennent de lui sa rigueur. Le capitaine Konaté fut d'abord pour moi un instructeur. Et à ce titre, il était un vrai guide pour nous, qui avait le sens d'écoute et qui était rigoureux, non seulement sur sa propre personne, mais avec le service. Il était ponctuel au service et il a tout donné pour ce pays. Cet officier, bon, cette histoire, je peux retirer de lui, de son actif dans l'armée comme à la retraite. Il était un vrai officier et à toute épreuve, il était un gars exceptionnel. Bon, ce qu'il a pu faire durant tout le temps qu'il a fait avec nous, on ne peut que le remercier. Monsieur le maire, Fatouma Konaté a été un homme de confiance, un homme de foi, un homme engagé. Il a été responsable. Fatouma, il a assumé sa responsabilité avec une franchise sans pareil. L'homme a été accompagné à sa dernière demeure ce mercredi par de nombreux parents, amis et collaborateurs. Il repose désormais au cimetière de Wairema aux côtés de ses 2 parents. Dors en paix. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, pour les informations, retrouvez à 10h et 13h Mohamed Touré et à 18h et 20h Aoué Touré. Bonne suite de programme sur l'ORTM.